Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre vraiment poignante, La mort de Lucain de José Garnelot. Bonjour. Oui, une œuvre riche, conservée au musée Garnelot d'ailleurs. Exactement. Et on s'appuie sur un article de ce même musée qui commémore la mort du poète Lucain. L'idée, c'est de décrypter un peu ce tableau. De comprendre toute la symbolique, oui. Et aussi le destin de Lucain lui-même, ce poète de Cordoue. Un poète brillant, mais au destin tragique. On va parler aussi de son œuvre majeure, La Pharsale, et puis du rôle essentiel de son épouse Paula Argentaria. Ah, Paula Argentaria, une figure fascinante sur laquelle on reviendra. Oui, il y a cette phrase qu'on lui attribue, très forte, «L'homme ne meurt pas si sa mort survit». Ça donne le ton, je trouve. Tout à fait. Pour situer rapidement, Lucain, c'est un grand esprit du 1er siècle, neveu de Sénèque quand même. Bah oui, pas n'importe qui. Non. Et il a eu cette relation complexe avec Néron, d'abord proche, puis ennemi juré. La gloire, puis la chute, classique sous Néron malheureusement. Voilà. Et ce tableau de Garnelot, il nous ouvre vraiment une fenêtre sur ce drame historique, mais aussi sur la force de la mémoire. Comment on fait survivre quelqu'un, justement? Alors, décrivons un peu la scène qu'on voit. C'est le moment du suicide forcé de Lucain. Il est dans une baignoire. Oui, c'est ça, sur ordre de Néron. Il avait seulement 25 ans. C'est terrible. Et la tradition, Tacite, je crois, raconte qu'il expire en récitant ses propres vers. Oui, des vers de sa Pharsale qui décrivaient justement un soldat mourant d'hémorragie, une mise en abîme assez glaçante. Autour de lui, il y a plusieurs personnages. Son père, d'abord, Marco Anneo Mela. Il a l'air effondré. Complètement accablé. On peut imaginer qu'il regrette peut-être ce départ de Cordoue pour Rome, qui a mené son fils à ça. Enfin, Et puis, au centre, elle attire vraiment le regard. Paula Argentaria, sa femme. oui, c'est elle le point focal de la composition et c'est crucial. Elle fait un geste, elle se penche pour recueillir son dernier souffle. C'est, c'est très puissant comme image. Extrêmement puissant et très symbolique. Ce geste, il fait écho à un rituel romain, oui, où l'on recueillait le souffle pour préserver l'âme du défunt. D'accord. Mais ici, Garnello lui donne une portée supplémentaire. C'est comme si Paula recueillait l'essence même de Lucain, son génie, sa mémoire, pour la faire vivre après lui. Pour qu'il survive à travers elle, en quelque sorte. Exactement. Elle est délibérément placée au centre par Garnello, qui était connu pour être un peintre très érudit, hein. Le peintre le plus cultivé de son époque, j'ai lu ça. C'est ça. Rien n'est laissé au hasard. On voit aussi d'autres personnages, le poète Martial, un ami, qui a l'air désolé, Mhm. et puis de dos, une figure assez imposante, c'est Estacio Ané, un médecin ami de Sénèque, l'oncle de Lucain donc. D'accord. Il y a aussi des prêteurs, des amis, des témoins silencieux de la scène. Et une assistante, un peu dans l'ombre. Tout à fait. Et regardez les détails symboliques, le papyrus par terre près de la baignoire. Ah oui. C'est la Pharsale, l'œuvre inachevée mais qui va assurer son immortalité, l'écrit qui reste. Le laurier aussi, peut-être, pour la gloire poétique. Oui, sûrement. Et les chaînes brisées à côté. Je les vois. Ça symbolise quoi, ça? Probablement la résistance face à la tyrannie de Néron. Lucain n'a pas plié, même s'il est contraint à la mort. C'est une forme de victoire morale. Intéressant. Il y a aussi un sphinx ailé. Oui, symbole de mort, d'énigme. Le brasier, fumant, peut être l'âme qui s'échappe. Les amphores, qui peuvent rappeler Socrate. Autre mort injuste. Et ces roses blanches, par terre. Les roses blanches, oui. Pureté, amour éternel. Peut-être un lien avec des vers que Paula aurait écrits elle-même. C'est une hypothèse. D'accord. Toute la composition, la lumière aussi, met en valeur ce drame. Cette tension entre la mort physique et la survie par l'œuvre et la mémoire. Absolument. La lumière vient de la gauche, elle éclaire Lucain, Paula, le papyrus. Les éléments clés. C'est très théâtral, mais chargé de sens. Revenons un peu sur Lucain lui-même. Né à Cordoue, donc neveu de Sénèque, une éducation soignée à Rome. Oui, il a brillé très vite, très jeune. Poète, orateur. Néron le remarque. Au début, c'est l'amitié, la faveur impériale. Mais ça ne dure pas. La jalousie de Néron, c'est ça? C'est ce qu'on dit. Néron, qui se piquait aussi d'être poète, n'aurait pas supporté la comparaison. Le talent de Lucain l'aurait éclipsé. Du coup, l'empereur lui interdit de publier ses œuvres et même de plaider au forum. C'est une forme de mort civile, en fait. Exactement. C'est une condamnation au silence. La rupture est consommée. Et c'est là que Lucain va s'impliquer dans la conjuration de Pison. Pour renverser Néron. Oui, un complot assez large, mais qui échoue lamentablement. La répression est terrible. Sénèque y passe aussi. Et Lucain reçoit l'ordre de se donner la mort.
en 65 après Jésus-Christ, à 25 ans. Voilà. Et Tacite nous livre ce récit poignant de ses derniers instants. Il se fait ouvrir les veines et, sentant le froid gagner ses membres, il se remémore ce passage de la Pharsale. Celui du soldat qui se vide de son sang. Incroyable. C'est ça, une fin tragique, mais presque littéraire en un sens. Parlons de cette Pharsale, justement, la guerre civile. Quelle est son importance? Pourquoi est si marquant? Ah, la Pharsale, c'est une œuvre capitale. D'abord, c'est un poème épique sur la guerre civile entre César et Pompée. Un sujet sombre, la fin de la République romaine. Ok, mais l'épopée, ce n'était pas nouveau, il y avait Homère, Virgile. Oui, mais Lucain innove radicalement. C'est là sa force. Première rupture majeure, plus d'intervention divine. Fini les dieux qui tirent les ficelles comme chez Homère ou Virgile. Ah oui, c'est une grosse différence. Énorme. Lucain propose une vision beaucoup plus rationaliste, stoïcienne de l'histoire. L'homme est responsable de ses actes. Face au destin, à la fortune, au fortuna, il crée en fait l'épopée historique. Historique, c'est-à-dire? Il s'ancre dans les faits réels, il cherche une certaine rigueur, même si c'est une œuvre poétique, c'est presque une source d'information sur la période par moment. D'accord. Et plus de héros traditionnels non plus. Non. Ni César, ni Pompée ne sont vraiment des héros positifs. L'intérêt se déplace vers des idées plus abstraites. Le destin, la liberté perdue, la décadence de Rome. C'est une vision assez pessimiste, parfois très sombre. On sent l'influence stoïcienne là. Complètement. Et aussi peut-être ses connaissances scientifiques. Lucain était très cultivé. Certains passages montrent une précision presque clinique. Fascinant. Et cette œuvre a eu une influence durable, j'imagine. Immense. Dante, par exemple, admirait Lucain au point de le placer dans les limbes, aux côtés d'Homère, Horace, Ovide et Virgile. Rien que ça. Excusez du peu. Voilà. Et plus tard, Montaigne, Marmontel, même Unamuno, qui voyait en Lucain une sorte de prophète de Don Quichotte, avec ce côté idéaliste face à une réalité brutale. Vraiment une œuvre clé, donc. Et face à ce génie sacrifié, il y a Paula Argentaria. On a dit qu'elle était au centre du tableau, mais qui était-elle vraiment? Alors, les sources sont un peu éparses, mais on sait qu'elle venait d'un milieu riche et cultivé. Son nom, Argentaria, pourrait la lier à la Societa Sisaponensis, C'était quoi ça? une grande compagnie minière près de Cordoue, qui exploitait l'argent, probablement, d'où le nom. Donc une famille aisée, influente, Et on la décrit comment? belle, intelligente, cultivée. Le poète Stas, qui lui a dédié une œuvre, parle d'elle avec beaucoup d'admiration, loue sa culture, son esprit. Il laisse même entendre qu'elle était elle-même poétesse. Oui, il y a des allusions. On n'a pas ces textes, malheureusement, mais l'idée est là. Une femme de lettres, peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait une personnalité exceptionnelle, disent les commentateurs. Mais ce qui marque le plus, c'est sa vie après la mort de Lucain, sa fidélité. Ah oui, ça c'est remarquable. Pendant près de 30 ans, elle a continué à célébrer l'anniversaire de la mort de son mari. Entends. Mais c'était risqué, non? Lucain avait été condamné par Néron. Très risqué. Rappeler le souvenir d'un ennemi de l'empereur, même après la mort de Néron, ça pouvait être mal vu. Mais elle l'a fait. Chaque année. Quel courage! Et on a une trace de ses sentiments? Il y a des vers qui lui sont attribués, cités par Stas, je crois, ou du moins inspirés par elle. Quelque chose comme Mon époux, aujourd'hui avec toi sont mortes la justice et la poésie. C'est poignant. Ça l'est. Et ça fait le lien avec le tableau de Garnello, finalement. Tout à fait. Ce dévouement de Paula, cette mission qu'elle s'est donnée, c'est exactement ce que Garnello met en lumière en la plaçant au centre. Elle incarne cette devise « L'homme ne meurt pas si sa mort survit ». Elle est la gardienne active de la mémoire. C'est ça. Pas juste un souvenir passif, mais une action. Elle maintient vivant son héritage, intellectuel, moral. Et Garnello lui rend hommage. Et le musée Garnello, en conservant cette œuvre? Il prolonge cette chaîne, d'une certaine manière. Le musée devient ce lieu où l'art de Garnello préserve l'histoire de Lucain et Paula, où leur mémoire continue de vivre, défiant l'oubli. Donc, pour résumer un peu, ce tableau, c'est bien plus qu'une simple peinture historique. Ah oui, largement. C'est une réflexion sur la mémoire, sur la résistance face à la tyrannie, par la force de l'esprit, de l'art et de l'amour fidèle. Il nous rappelle le génie de Lucain, sa fin tragique, l'innovation de sa Pharsale, mais il met surtout en lumière ce rôle, peut-être moins connu, mais essentiel, de Paula Argentaria. Sans elle, la mémoire du Lucain n'aurait peut-être pas traversé les siècles de la même façon. C'est la puissance de la dévotion face à l'effacement. L'art et l'amour comme rempart contre l'oubli. C'est une belle façon de le dire.
Et ça nous laisse peut-être avec une dernière pensée, une question pour la réflexion. Je vous écoute. Cette histoire de Lucain, un esprit brillant, réduit au silence par le pouvoir politique, mais dont l'œuvre et le souvenir sont sauvés, maintenus vivants par l'art et par l'amour indéfectible d'une femme. Est-ce que ça ne résonne pas particulièrement aujourd'hui? C'est vrai que ça fait réfléchir. Qu'est-ce que ça nous dit sur les façons parfois très intimes comme le geste de Paula, parfois plus publiques comme l'œuvre de Garnello, de lutter contre la tyrannie, contre l'oubli organisé à travers les âges? Comment la mémoire résiste? Une question très actuelle, en effet. Comment la mémoire résiste? Merci pour cet éclairage passionnant. Merci à vous.